Georges Imbert. Alors, écoutez, moi je trouve que vous avez une mine d'or qui vient d'être mise à la disposition des chercheurs le 26 mai par le Conseil d'État, puisque les données de pharmacovigilance, enfin les données de la sécurité sociale sont à la disposition des chercheurs depuis le 26 mai par décision du Conseil d'État. Donc la sécurité sociale bloque ces données déjà depuis environ 33 mois, mais la décision du Conseil d'État est très importante. Ces données doivent être à votre disposition, et donc c'est très facile de faire des recherches. Il y a un organisme spécialisé actuellement qui peut vous permettre d'avoir tous les renseignements que vous voulez. Alors, la ministre de la Santé a été mise en cause par le Conseil d'État, donc elle va être obligée de réagir. Moi, je suis représentant d'une association de victimes, et donc il est évident qu'il y a un côté pénal, car l'INSERM n'a pas hésité à donner, enfin des chercheurs de l'INSERM donnent quand même 20 à 30 000 morts par an liées à des erreurs de prescription de médicaments. Donc c'est le côté pharmacovigilance qui m'intéresse, mais pour les sujets que vous venez de développer, vous avez tout à votre disposition en temps réel. En temps réel. Voilà, j'espère que vous n'en aviez pas parlé ce matin, parce que je n'étais pas là, alors et comme vous ne m'avez pas arrêté, je pense que personne n'avait abordé ce sujet. On est un peu piégé par les mots de l'éthique, d'une certaine façon. Nous, on s'est rendu compte que, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, le concept de consentement n'avait aucune signification, du moins à un moment évolué de la maladie. On a commencé à réfléchir à l'assentiment. Ça a été repris dans la déclaration d'Helsinki. Donc, on voit qu'il y a une grande critique aujourd'hui sur le concept d'autonomie, qui est mal compris ou qui est complètement dévié. La conception de l'autodétermination de la personne ayant peut-être plus de pertinence. Donc, les questions que je pose aux membres du comité d'éthique de l'INSERM, dont l'importance pour moi est grande, c'est est-ce que vous serez inventif d'autres concepts qui auront une vraie pertinence, sans quoi c'est complètement déconnecté de la réalité. Parce que la vraie question qui est posée, et tu l'as évoqué juste à la fin, c'est la question de la responsabilité, la question de l'imputabilité, la capacité aussi à la fois de répondre pour soi, pour la personne concernée, et répondre pour les autres. Donc sans faire de Lévinas, c'est vraiment des questions de philosophie morale et de philosophie politique qui sont posées. C'est la question aussi de ce nouveau statut qui va faire éruption pour la personne. C'est-à-dire, il passe d'un temps à un autre temps. Il n'y aura jamais le bon moment, d'une certaine manière. Il y a également, et c'est ce que je notais tout à l'heure, quand on vient pour ce type d'essai, d'études, à quoi s'attend-on, à quoi se prépare-t-on? Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments. Donc, ma seule observation, c'est est-ce que ce que nous, on n'a pas à faire, parce que ce n'est pas notre compétence en tant qu'espace éthique, même si on cherche beaucoup à travailler sur l'anticipation, mais nous, on prend le risque, si on veut, tout en ayant une culture, j'allais dire, de ce qu'est la réalité éthique, de se dire peut-être qu'un certain nombre de situations inédites sollicitent l'éthique, là où on ne l'attend pas. Je termine pour dire, on a une expérience intéressante, on va célébrer le 30e anniversaire de l'association AIDE en décembre prochain. Et on voit que le sida a complètement renouvelé un certain nombre de pensées. Je vous conseille, c'était Corinne qui m'avait dit de le lire, je l'ai fait, de lire le livre de Daniel Defer, d'entretien avec Éric Favreau. Je trouve qu'il est intéressant de voir que des gens ont transformé il y a quelques années un certain nombre de nos repères qui nous paraissaient de l'ordre de l'évidence. La vérité, ça a été ensuite, repris dans la loi du 4 mars 2002. Bref, je termine pour dire, si vous n'êtes pas audacieux en matière d'éthique, je ne vois pas du tout l'intérêt de rendre des avis. Pour répondre à ta question, Emmanuel, je ne sais pas si on sera audacieux, mais il y avait déjà un premier niveau. Moi, je suis entièrement d'accord sur cette question des mots et des concepts, tu le sais. Simplement, dans une première visée pédagogique, si on doit cibler, je veux dire globalement, voilà, le monde des chercheurs et le monde des patients, il y a quand même des vrais domaines où la question de l'autonomie, au sens strict du terme, doit être rappelée, parce qu'il y a quand même des gens qui actuellement ne sont pas informés et mis dans la chaîne d'exercer, dans le cadre de la démocratie sanitaire, des actes de participation autonome. Et que je pense que plus il y aura d'actes de participation autonome de ceux qui peuvent exercer réellement cette autonomie, du point de vue de l'information, des partenariats, de la diffusion commune des savoirs, on gagnera quand même en qualité. Après, quand on revient, et je pense que c'était le sens de ton propos, à la réalité de ce qu'est un patient ou un être en souffrance, avec ses vulnérabilités, avec les pertes de compétences psychiques, avec les patients dont j'ai la charge à l'hôpital que tu connais aussi, bien évidemment, je crois qu'il faut complètement se poser d'autres questions.
et que, par exemple, ça a été dit ce matin, moi, le retour d'information totale et absolue dans une société qui serait éminemment protectrice des plus vulnérables, qui ne les stigmatiserait pas, qui ne poserait pas de droits assurantiels, d'accès aux soins, d'accès au travail, monde idéal qui n'existe pas aujourd'hui, ne me choquerait pas. Et donc je n'en référerais plus au concept d'autonomie si vraiment la société disait, ben voilà, dès lors qu'une information arrive sur des citoyens auprès de citoyens, elle ne leur est que bénéfique. Le drame, c'est qu'on pense que ça ne sera pas que ça. Donc ça, c'est mon premier niveau. Sur la question ensuite, je reste parce que je crois que c'est une question vraiment importante. On est très autonomiste depuis ce matin avec les présentations anglo-saxonnes également. On a peut-être, nous, à poser la question plus sociétale et collective, qui ne renverrait pas à l'individu seul, des éléments que l'on décide collectivement de retourner ou de ne pas retourner. Actuellement, on est vraiment dans des sphères très individualistes. C'est est-ce qu'on le fait pour tel ou tel patient ou est-ce qu'on ne le fait pas? On pourrait, je crois que ça a été dit un peu ce matin par François Essinger, je pense, hein, est-ce qu'on pourrait dire il y a certaines données dont on se dit, voilà, on participe à la recherche, c'est un don altruiste. Bartak Noupers l'a écrit au Québec, cette question, en disant il n'y a pas de retour de résultats parce que la recherche est ainsi conçue, c'est un contrat social, et ne nous posons pas trop de questions sur cette complexité d'une science qui serait toujours bénéfique pour les individus alors qu'on est en zone d'incertitude. Voilà, il y a d'autres, effectivement, positions qui pourraient être prises. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais on peut y aller. Mais il faut y aller collectivement. Moi, j'aurais voulu revenir assez concrètement à l'information des patients pour les tests de génétique constitutionnelle dans la recherche. Parce que pour reprendre les termes d'Emmanuel, on peut être particulièrement inventif et audacieux et avoir une vraie réflexion éthique quand on est dans un vide juridique. Or, vous avez essentiellement fait, à mon avis, sauf si vous me dites le contraire, et je serais au contraire ravie de l'apprendre, vous avez fait allusion à l'encadrement de l'information pour les tests et pour le retour de leurs résultats, qui est extrêmement encadré, puisque les dernières lois datent de juin et juillet 2013, dans le cadre du diagnostic. Non, j'ai parlé de la recherche, là. Alors dites-moi quels sont les derniers textes concernant la recherche. Pour moi, les derniers textes concernant la recherche datent, pour l'information des personnes, datent des lois de bioéthique de 1994 et ont été transférées dans les lois successives sans être modifiées. Or, vous m'accorderez que les tests ont largement changé depuis 1994. En 20 ans, les tests ont énormément évolué. Or, il y a effectivement, à mon avis, un vrai problème d'information des personnes, d'une part dans la recherche biomédicale, mais aussi, et ça personnellement je le vois au quotidien, dans les recherches non interventionnelles, qui vont être un certain nombre de recherches sur des biobanques, dans lesquelles il va y avoir éventuellement des tests extrêmement larges, pour lesquels, effectivement, les gens auront donné leur consentement, mais n'auront pas été informés de ce qui va être fait sur le plan des tests génétiques. Or, effectivement, un certain nombre de techniques NGS vont être appliquées. Donc, bien entendu, le problème de retour de l'information, comme vous l'avez discuté, est extrêmement important. Et effectivement, comme je l'ai déjà dit au groupe, il me paraît extrêmement important qu'on réfléchisse à ce qui est le minimum de l'information des personnes en amont, c'est-à-dire quand elles rentrent dans la recherche. Et à mon avis, là, il y a un trou extrêmement important, sauf si on me dit le contraire, et je crois qu'on peut être effectivement audacieux et inventif. Il est clair qu'il y a un trou, parce que tous les gens qui ont donné leur ADN pour faire de la recherche à l'époque ont signé un consentement pour ce qu'on savait faire à l'époque. Évidemment, ça a complètement changé. Il faut voir les contenus des informations. Certes, mais enfin, ils ont donné un consentement pour qu'on recherche dans leur maladie qu'ils présentaient, ou en tant que témoin, mais dans leur maladie qu'ils cherchent, les gènes, ou faire de la recherche génétique. Dans ces consentements, il n'y a jamais écrit quelles techniques on utilisait. Donc, que les techniques avancent dans le temps et changent et peuvent permettre de trouver d'autres variants qu'on n'aura même pas soupçonnées, même dans d'autres gènes, ça, ils ne pouvaient pas le signer. Néanmoins, je crois que ça serait d'empêcher de faire de la recherche sur ces prélèvements-là me semble pas possible, puisque leur consentement était donné pour trouver une cause en tout cas pour rechercher
les gènes responsables, par exemple, de leur maladie. Donc, de continuer là-dessus, même avec des techniques différentes, même si le consentement n'a pas été donné pour une technique donnée, parce que ça va être vraiment compliqué si vous demandez ça, ça va être impossible. Mais la question c'est comment... Aujourd'hui, l'information est donnée. Pour les... peut-être pas systématiquement. Mais c'est pour ça les recommandations de la Société de la génétique médicale, ce qu'on a discuté ce matin, de rendre les 56 gènes, c'était une tentative et ça a soulevé un tollé énorme. Oui. Excusez-moi, moi je ne suis pas du tout médecin, je suis ravi de venir là, mais je suis un tout petit peu interrogatif quand vous me parlez des gènes responsables. Moi je vais de temps en temps à des séminaires du Collège de France, des gens comme Prochian, ils passent leur temps à expliquer qu'aujourd'hui on doute que les gènes soient responsables eux tout seuls. Donc quand vous affirmez ça comme des trucs complètement certains, excusez-moi, je pense qu'il y a quand même un léger petit problème. À part ça, en termes d'éthique, moi ce qui m'interroge, on est parti ce matin sur des questionnements. Moi je suggérais que le Conseil d'éthique de l'INSERM fasse un exercice de développement personnel que j'ai mis au point pour les politiques et les gens, qui consiste à s'interroger sur son système de croyances. Quelles sont les croyances fondamentales que vous avez, que nous avons tous, et en quoi elles interfèrent sur les façons dont on décide de faire ceci ou cela, de faire des choix, de parler de responsabilité, ou de parler d'autonomie, ou tout ce que vous voulez. Je ne crois pas du tout que ce soit des questions de concept. Je crois que c'est des questions de dialogue en permanence. On avance, la science a avancé, l'incertitude aussi. On est dans un monde où effectivement il y a l'incertitude. La position et la posture à l'heure actuelle des gens ne sont pas du tout les mêmes qu'au XIXe siècle. Le citoyen est parfaitement informé, on n'a pas besoin, beaucoup plus que vous ne le croyez. Par contre, comme tout le monde, il a des doutes, il a des questions, etc. Et qu'est-ce qu'il attend du médecin et qu'est-ce qu'il attend de voir qu'effectivement, le gars lui dise, bah, écoutez, ça, je crois savoir, ça, je ne suis pas du tout sûr. Il y a des guérisons spontanées en cancer. Non, mais il y a des guérisons spontanées en cancer. Par exemple, des gens qui ont fait des études, et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à analyser, qui n'ont rien à voir avec les gènes. Alors, à ma connaissance, dans ce que je peux lire dans des choses. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous seriez prêt à faire un exercice de travail sur vos croyances fondamentales, qui réinterroge les notions de causalité, qui réinterroge sur les notions de dialogue avec les gens, pour voir que finalement, au fond, nous ne sommes, vous n'êtes pas tous d'accord, et donc que ça a des incidences. Et ce qui expliquerait peut-être que la France est en retard sur la Belgique en matière d'embryons génétiques. Juste apporter un petit point de réflexion qui peut apparaître comme une évidence, mais ce à quoi vous nous invitez, c'est d'avoir quelque part la force, le courage, mais beaucoup de long, je vous rassure, d'oser parler et partager autour des notions d'incertitude. Ceci dit, je crois que dans la salle, beaucoup en sont convaincus. Vous avez raison de dire qu'il y a des acteurs du monde de la recherche et de la science qui y sont prêts, qui en ont envie. Peut-être que d'ailleurs ceux qui sont membres du comité éthique sont déjà les plus, voilà, dans l'envie, hein, dans l'envie. Non, attendez. Qui sont dans l'envie de partager sur ces notions d'incertitude. Et Emmanuel Hirsch, tout à l'heure, disait, on a déjà parlé ensemble un peu par le passé, cette notion de compétence de la part des acteurs, et dans les acteurs, je mets tous les participants à la recherche, parce que, soyons clairs, c'est peut-être les acteurs principaux. Cette notion de compétence nécessiterait qu'en termes de partage des savoirs, effectivement, nous, les sachants, je me mets dedans en tant que clinicien, un modeste clinicien, moi je ne suis pas un chercheur fondamentaliste pur et dur, j'essaie de développer un peu de recherche en éthique, très modestement. Mais ceci dit, qu'on partage sur les concepts d'incertitude. Or, tout le monde est baigné, aux 20h de la télévision, tout ça, sur des discours qui sont plutôt la science et ses certitudes. Donc, où il y a vraiment un enjeu à porter, c'est effectivement de décaler peut-être l'interface de dialogue entre les citoyens et la science en général. Mais j'ai envie de dire, il faut aussi, et je rebondis encore sur l'enquête qu'a menée Emmanuel Hirsch, si vous demandez à des patients, acceptez-vous de participer à un test qui vous prédit votre maladie, 90% de réponse, si derrière vous rajoutez une virgule en disant prédire une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement, 80%, mais on n'a pas tout rajouté derrière, mais pour lequel il y a un risque d'exclusion sociale, de perte de l'emploi, d'accord, et assurantiel, vous allez tomber à 10%.
Donc effectivement, vous avez raison, il y a une façon de dialoguer autour de la nature des résultats scientifiques qui doit tout mettre en œuvre, pas que le fait scientifique. Et quand j'ai essayé de présenter, mais c'est délicat, puis notre travail est toujours en cours, on n'arrête pas de le dire, sur les valeurs de pertinence, j'ai bien insisté sur le fait que je souhaitais que le dernier niveau de pertinence soit porté dans le cadre d'un débat collectif. C'est bien parce qu'on peut penser à un moment que la pertinence purement scientifique doit être mise en dialogue avec l'incidence sociale qui est là sur la vie des gens. Voilà. Donc moi, c'est la réponse, voilà, si ça peut aller dans le sens que je perçois dans votre questionnement, mais je pense que c'est un gros travail. D'abord, nous assumons, à travers le dialogue qu'on a aujourd'hui, à travers la présentation, à travers le fait que ces notes sont évolutives, nous assumons notre position. Et il ne faut pas non plus prolonger trop le paradoxe. S'il n'y avait aucune information pertinente, on ne serait pas là en train d'en discuter. Oui. On ne serait pas en train d'évoquer, comme Judy ce matin, ou comme ça a été un débat important depuis un an, depuis que l'American College of Clinical Genetics a publié ses recommandations, on ne serait pas en train de se poser la question de ces 56 gènes et de leur retour ou non de présentation. Si cette information ne valait rien, on s'intéresserait à autre chose. Et inversement, si cette information était claire et nette et qu'elle valait tout, idem, on ne serait pas en train de se poser ces questions. C'est parce qu'on se pose la question d'une information qui vaut quelque chose pour certaines personnes à un moment donné. Et là, on rentre dans cette notion essentielle de l'éthique. Je crois qu'à un moment donné, c'est dans la présentation de Pierre Joignet sur la question de l'embryon, il a évoqué le mot d'intrinsèque et d'extrinsèque. Pour tout vivant, il n'y a rien qui est indépendant de son environnement. Ça n'existe pas le vivant qui n'est pas ouvert sur son environnement. Et particulièrement pour l'être humain, qui est un être social, l'individu qui serait isolé de son corps social n'existe pas. Ni pour le citoyen lambda, ni pour un membre du comité d'éthique, quelle que soit sa fonction, ni pour un quelconque chercheur de l'INSERM. Donc oui, nous assumons notre position de chercheur de l'INSERM et de sachant, puisque le mot a été utilisé, dans des domaines qui sont de nos compétences, comme par exemple des domaines de la génétique, pour Alexandra ou moi à un autre moment, ou pour Judy ce matin sur des domaines de la génétique ou de l'imagerie cérébrale. Et on l'ouvre à la contextualisation et à l'aspect et à l'approche systémique qui est nécessaire par le fait que nous parlons de personnes dans une société. Et le fait que si vous avez 57 répétitions de CAG dans votre Huntington, vous allez indiscutablement développer la maladie de Huntington. Ça, c'est réglé depuis 36 ans, depuis 1986. 1986, Jim Gusella publie l'amplification de triplet. 84 93. 1993. Non, mais bon, 1993, amplification de triplet CAG égale maladie de Huntington. Il n'y a pas un cas, je parle sous le contrôle d'une spécialiste internationale, il n'y a pas un cas où l'amplification de triplet ne donne pas la maladie et où inversement. La discussion, c'est à quel moment on fait la découverte. Après, c'est évident, mais avant, est-ce que ça ne va pas provoquer des choses? Ah, mais ça, c'est toute la discussion toute la question est là. de la réunion d'aujourd'hui. Toute la question est là. Quel âge on propose? Voilà. D'autres questions? Il y a une dame. Je voudrais savoir quelle est la définition d'une maladie grave aujourd'hui. Non, mais toute la discussion est là. C'est ça qui est très difficile. Parce que même parmi cette liste très discutée des 56 gènes sur lesquels on doit rendre des variants qui sont connus étant pathogènes et ayant comme conséquence un traitement à mettre en place, une prévention à mettre en place, même sur ces 56 gènes, on discute et pas tout est grave dans un sens début à la naissance et pas viable. Si vous voulez, il y a quand même un hiatus entre les deux. Mais après, il est très difficile de définir ça. Ça, c'est impossible. C'est pour ça on est là, on ne sait pas lesquels et quand et comment rendre. Ça, c'est sûr. Et pour être sur le débat sur l'intrinsèque et l'extrinsèque, moi, la semaine dernière, j'ai annoncé 2 diagnostics de cancer de la thyroïde. La première patiente m'a dit « Oh, mais docteur, c'est pas grave ».
Et la deuxième m'a dit, c'est une catastrophe pour ma vie. Voilà. Donc heureusement que nous n'avons pas la réponse à votre question.